Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Comme je vous l'avais promis, cet après-midi, on se retrouve en direct pour parler culture, pour parler théâtre, pour parler livres et pour parler aussi cinéma. Donc, un invité, Monsieur Hassan Kassi Kouyaté, j'ai bien dit là. Très bien dit. Je veillais. J'ai fait très attention. Ma spécialité, c'est de décorcher tous les noms. Mais oui, moi j'ai l'habitude. Vous voyez que j'ai tellement de bleu sur moi. D'accord. Donc, vous êtes le nouveau directeur de l'Atrium qui s'appelle EPCC. Donc, vous allez nous parler de vous, nous dire qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous allez faire, parce que vous êtes aussi comédien, metteur en scène. Ça en fait des casquettes, hein? Oui, c'est vrai, j'ai une petite tête, donc je peux mettre plusieurs casquettes. Oui, on en parlera, oui, bien sûr. Je suis là pour ça, et puis avec un grand plaisir, je vous remercie de m'accepter de partager ce plateau avec moi. Eh ben, c'est avec plaisir. Hein, surtout que vous êtes belle, voilà. Ah oui, oui, oui. Donc je remercie mes sponsors. Non mais on ne peut pas être sérieux, les gens disent, ce qui est marrant c'est que quand tu prends l'antenne on est mort de rire chez nous parce que ça commence comme ça. Je remercie mes sponsors, l'espace beauté Marie-Josée, pour Armel pour mon maquillage, Lydia pour ma coiffure, et tous les vendredis donc elles ont un travail fou parce que c'est la fin de la semaine et elles doivent, c'est carrément un ravalement de façade. Donc voilà. Joanne, tu n'as pas le droit de rire. C'est la seule qui s'est maquillée. Il fallait rire. Ah, il fallait rire. Donc Joanne, voilà. Est-ce que tu vois le changement entre lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi? Absolument pas. Tu es magnifique. Merci. Donc, merci à toute l'équipe de l'Espace Beauté Marie-Josée qui me soutient pour vous présenter ces coiffures, ce maquillage, pour être belle pour vous, messieurs et madame. Alors, Hassan, on va en reparler tout à l'heure. Et puis, avec nous aussi, Roland Sabra, qu'on ne présente plus. Hein, Roland? Si, tu es mondialement connu par Madini Nart. C'est beaucoup dire. Mais si, Madini Nart, qui ne connaît pas. Aujourd'hui, on met un visage sur Madini Nart. Oui, c'est la première fois que je participe en tout cas à une émission culturelle et j'ai voulu que ce soit avec toi. Ah, ben merci pour cette, comment on dit en anglais, pas un scoop, c'est comment en anglais, qu'est-ce qu'on utilise? Je finis mes cours et tu me fais bosser après mes cours. Bon, alors donc, Olivier Larizza, l'élève... Thanks for the opportunity. We are very pleased to have you here. Well, voilà. Bon, j'avais besoin d'un interprète, j'étais invité comme auteur, mais comme interprète, puisque l'émission est regardée jusqu'au Canada, aux États-Unis. En plus, Hassan, il rit en Belgique, au Luxembourg. Je ris parce que je croyais que tu riais parce que tu ne croyais pas. Ah non, mais alors, pourquoi j'ai pas? Maintenant, je ne crois pas tout. Avec les médias, on rentre partout. Mais vous n'avez même pas dit, des fois, chez les cosmonautes, et puis c'est vraiment tout. Sur la Lune, hein? Sur la Lune. On peut avoir un appel de la Lune. Donc, est-ce que tu parles le martien? Oui, bien sûr. C'est ma langue maternelle. C'est un l'air un peu lunaire. La preuve, je suis en bleu, hein, comme les autres. Bon, c'est la couleur qui domine un petit peu. Heureusement que Joanne et moi, on fait de la résistance. Les hommes en bleu. Alors, Roland, merci d'être là. Donc, Roland, Madini Nart, c'est toi. Oui. Et tu m'as dit, il faut qu'on fasse une émission culturelle et on ne peut pas ne pas inviter... Hassan Kassi. Merci Roland. Oui, merci. Voilà. Donc Roland, c'est toi qui es le lecteur puisque tu as lu aussi le best-seller. Le best. Attention, la couverture n'est pas bleue, n'écorche pas le titre du livre. Hein. Le best-seller de la rentrée littéraire d'Olivier Larizza. Oui, si je voudrais quand même dire deux mots. Quand même, je suis tout à fait ravi de participer à cette émission. Comme je te l'ai dit, je tenais absolument à ce que la première soit avec toi, alors que j'en ai refusé d'autres, bien sûr. Et je tenais absolument à participer à cette émission avec Hassan Kassi Kouyaté, parce que la Martinique ne connaît peut-être pas la chance qu'elle a d'avoir un homme de cette envergure sur son territoire ici. Wow. Ça s'applaudit. Comment vous n'applaudissez pas? On a la sa modestie, la vérité. Il faut la pancarte, applaudissez.
sa modestie qui est réelle et qui n'est pas feinte dût-elle en souffrir, je tiens vraiment à dire que c'est un homme tout à fait exceptionnel. D'abord, il s'appelle Kouyaté, c'est un Kouyaté, fils de Kouyaté, c'est-à-dire une famille de griots africains extrêmement célèbres. C'est le fils d'un très grand comédien, Sotigui Kouyaté, qui a été, que tout le monde connaît, j'imagine en tout cas que les amateurs de théâtre connaissent, puisqu'ils ont pu le voir dans de nombreuses pièces, des pièces de Peter Brook, entre autres le fameux Mahabharata qui s'était joué à Avignon dans des conditions assez extraordinaires, dans une carrière. Donc c'est un musicien aussi, c'est un comédien, c'est un metteur en scène. C'était en 2004-2005 qu'elle s'était jouée cette pièce? Non, c'était en quelle année? Le Mahabharata, c'est dans les années 80. Oui, 80, oui, d'accord. D'accord. Voilà. Mais lui est né dans cette famille de comédiens. Il est tombé dans la marmite dès sa naissance. Voilà. Comme Obélix. Et tout à fait. Et c'est un homme qui, en tout cas, est un artiste monde, c'est-à-dire qu'il est très emprunt, très imprégné de sa culture africaine, mais donc, aussi c'est un très très bon connaisseur du théâtre européen. C'est quelqu'un qui a joué dans des pièces qui sont des pièces de Beckett, dans des pièces de Sartre, qui a beaucoup travaillé. Et il a cette qualité, à savoir, en tant qu'artiste monde, de ne pas en tout cas renier ses racines, mais en tout cas de les confronter à l'altérité et à la diversité. Et dans ses choix de mise en scène, dans ses choix, me semble-t-il, en tout cas de théâtre, on retrouve cette trace, même y compris dans la pièce qu'il va nous présenter tout à l'heure, The Island, qu'il joue demain soir et à laquelle j'invite en tout cas tous les spectateurs et tous les spectateurs de Zouk Télé à se rendre parce que c'est vraiment une très grande pièce de théâtre. Voilà. Si vous permettez, je vais dire un mot pour Roland. Le temps de parole de Roland Sabra est écoulé pour toute l'émission. J'ai passé pour je lui donnerai mon temps de parole. Parce que, Roland, merci et merci pour ma lignée, c'est important. Et je dirais que merci, il a parlé comme un griot et je crois que c'est un griot. D'accord, merci. Mais c'est pas fini, vous allez devoir nous dire c'est quoi la lignée, pourquoi c'est important, Alors, oui, Olivier, à côté d'Olivier, Olivier va nous parler de son livre, on a vu la première de couverture. Hein, Olivier, tu voudras bien nous parler de ton livre, nous dire pourquoi tu l'as écrit. Quel est le montant du chèque? Quel est le montant du chèque Alors, dans ton livre, on t'a donné 2000 € parce que tu as fait un procès. Je ne fais plus rien gratuitement. Dans ton livre, tu t'es fait avoir déjà quand même. Hein, là, j'applaudis parce que les journalistes qui lisent les livres, c'est rare de nos jours. Ah ben oui, applaudissez-moi. Et puis je suis animatrice, pas journaliste. Tu as quand même reçu Elie Plenel récemment. C'est pas rien, mais j'étais pas à l'aise comme ça. J'étais complètement constipée, sidérée. C'était un moment éprouvant. Très bien, mais éprouvant quand même. Joanne Juston. Enchantée. Enchantée, Joanne. Donc, Joanne, toi, tu viens nous parler de rire. De mort de rire. Non. De mort de rire. Camorri. Pourquoi tu as pas fait ça, Camorri? Qui est une édition spéciale. Peut-être que quand on fera, nous, des dessins animés, je pourrais dire Camorri. Mais pour l'instant, non. Donc, Mort de rire, qui est une édition spéciale, une première du festival Jeune Image, qui existe depuis 1999. Qui existe depuis 1999 et la première, c'est quoi? Alors je répète, c'est une première. Oui. Donc l'édition spéciale Mort de rire est une première du festival Jeune Image qui lui existe depuis 1999. D'accord. Et c'est quoi la spécificité de Mort de rire de Camorri cette année? Alors en fait, c'est pas compliqué. Jeune Image, si tu veux, c'est un festival qui a pour propos d'ouvrir l'esprit des enfants sur d'autres, on va dire, d'autres graphismes, d'autres univers picturaux. Donc un festival qui fait réfléchir. On peut dire que c'est un peu de l'art et essai, ouais. Et là, cette année, on a donc essayé d'ouvrir et de sortir un peu de ce propos-là, surtout que moi, je trouvais qu'on était plutôt dans une ambiance morose. On a commencé l'année sur les événements de Charlie Hebdo, oui. Et je trouvais que c'était un peu sinistre.
Donc j'ai eu envie de faire rire les enfants et j'ai fait une sélection d'épisodes de dessins animés rigolos. Parce que même quand on regarde un peu ce qui est proposé aux enfants à la télé, ils sont happés par la télé, mais en fait ils sont plutôt passifs, je les entends pas rire, je ne les vois pas bouger. Et j'ai eu envie de m'adresser à leur sens critique, à leur intelligence et de les faire rire. Voilà. D'accord, donc ça va se dérouler, ça a commencé jeudi? Alors, ça a commencé parce qu'en fait, il y a 2 volets. Il y avait un volet qui était un volet davantage pédagogique qui s'adressait aux scolaires, qui était autour des droits de l'enfant et du citoyen. Donc c'était un programme canadien que je présentais et qui a commencé hier. Donc c'était hier et aujourd'hui à 9h30. Et puis à partir de demain jusqu'au 1er avril, on présente donc l'édition spéciale Mort de rire à 9h30. D'accord. À Madiana. À Madiana. Donc Joanne, c'est une femme de culture aussi qui adore lire. Elle a même en ligne un groupe de lecture. Vrai ou pas? Oui, tout à fait. Tu as l'air surpris. Non, je ne sais pas ce que ça. Je ne m'attendais pas à ce que tu en parles là. Un groupe de lecture en ligne. Un groupe de lecture. Ben oui, mais nous on parle de lecture. C'est un groupe de lecture que j'ai créé sur Facebook tout simplement parce que j'avais envie de lire, j'avais envie de sortir un peu du formatage. Donc en fait, j'ai invité un certain nombre de personnes. Le groupe s'enrichit, on se rencontre une fois par mois dans un lieu ad hoc et on lit, on échange, voilà. C'est sympa. Et donc là, cette fois-là, tu vas inviter un auteur la prochaine fois qui sera présent et qui pourrait échanger. Tout à fait, ça pourrait être ça. Ça pourrait être sympa, ça. Voilà. Alors nous, ça nous intéresse. Ah, Voilà. d'accord. bon, moi je suis son agent. Hein. Voilà. Vous êtes son argent? Son agent. Non, c'est pas vrai. Non, mais je rigole. Non, en fait, il faut savoir que l'EPCC est là pour tout le monde, pour toutes les disciplines culturelles et artistiques et intellectuelles, tout ce qui peut nous aider à avancer, à grandir ensemble. Et il suffit qu'on puisse discuter, trouver les espaces culturels, espaces intellectuels, artistiques, et puis qu'on puisse travailler ensemble. En tout cas, c'est fait pour tout ça. D'accord. Voilà. Moi, en fait, mon propos, c'est essentiellement le jeune public, parce que je trouve qu'il est un peu délaissé, qu'on fait plein de choses ici. Et que en fait, quand je dis qu'il est délaissé, je vois M. Sabra hocher la tête, je trouve qu'en fait c'est un public qui est considéré comme un C'est parce qu'il a un torticolis. Je trouve que le jeune public est considéré comme un sous-public et que souvent on lui donne un peu des ersatz ou ce qui reste un peu et que les choses ne sont pas formatées par rapport à leurs besoins, leur niveau de développement, etc. Donc, surtout en fait, que tu commences dès 3 ans. Oui, en fait, ouais, c'est pour les petits et les grands enfants, puisqu'on accepte aussi les enfants de 77 ans, tu devrais y trouver ta place. Mais oui, moi je viens souvent et j'applaudis et je participe et je réponds. Tout à fait. Et je mange tous les gâteaux au goûter. Exactement, là il y a des bananes pour toi aussi. Et je mange les bananes aussi. Et donc oui, moi je voudrais bien vous rencontrer sur du cinéma jeune public. Je trouve que c'est intéressant. En tout cas, nous sommes ouverts et puis vous voyez, vous avez un interlocuteur, puisque vous avez parlé de lui, Steve Zebina, qui est pour moi un pilier important aussi de l'EPCC et donc qui s'occupe de ce secteur. Et c'est quelqu'un de très compétent, très ouvert et voilà, et qui est prêt à inventer des nouvelles choses aussi. Donc nous sommes. Ça devrait coller. On s'est déjà rencontrés pour essayer de mettre des choses en place. Nous vous attendons. Voilà. Ah ben voilà. Avec votre agent. En plus, comme vous avez l'air facile d'accès, c'est super. Franchement. Oui, en général, les directeurs ne sont pas trop faciles d'accès. Mais je suis là pour les gens aussi. Les gens ne sont pas là, moi je ne suis pas là. Donc si je ne vois pas les gens, il n'y a pas de raison que je sois là. C'est clair. Oui, mais il y a des gens qui, à des positions comme celle-là, sont un peu distants. Un peu débordés. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que Hassan Kouyaté est quelqu'un qui est un boulimique de travail. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans l'activité, l'hyperactivité en permanence. Et le miracle, c'est qu'il arrive à trouver en tout cas du temps. C'est les gens qui font des choses qui trouvent du temps. C'est ceux qui font rien qui sont pas disponibles. Time is money. Time is money, n'est-ce pas? Donc, alors. Citation 2. Citation 2, Joanne. Oh, vraiment.
Bon, moi, je suis pas anglophone. Si t'attends, mais on sait, mais attends, mais c'est qu'il veut nous. On sait, non. Il veut. Oui, attends, non, mais. Il me semble que c'est Benjamin Franklin. Voilà, c'est Benjamin Franklin. Alors, parle-nous de toi. Tu peux boire en même temps, Ouais. Monsieur C'est le d'abord faire professeur. attention, hein. Monsieur le professeur. Non, pas cet après-midi. Pas cet après-midi. Bon, mais dis-nous qui tu es déjà. Auteur. Tout le monde sait auteur aussi. Auteur aussi. Mais dis-nous qui tu es, Olivier. Ah, ça, c'est une grande question. J'essaie d'y répondre depuis très longtemps. Mais bon, j'ai publié un certain nombre d'ouvrages, une vingtaine, et tu m'invites et j'en suis ravi en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain. Voilà, des ouvrages qui touchent à la fiction, la prose, le récit, l'essai également, le conte. Oui, puisqu'on a parlé de ton livre qui est sorti à combien 50 000 exemplaires. Les Contes des Antilles, les Contes oui, des Antilles. qui sont là d'ailleurs. Et alors, est-ce que c'est pour tout public? Oui. Parce que j'ai mis ça sur Facebook et j'ai eu beaucoup de demandes. Le conte Quand le conte est bon, il est transgénérationnel. Même pour les petits. C'est à partir de 10 ans, 8, 9 ans, 10 ans. Ah et non, quand elle a le des compte est bon, plus petits. Bon, il est on va aller voir chez transgénérationnel. Jala, Alors justement, l'idée, merci. Non, l'idée c'est de le lire aussi. L'idée c'est que les parents s'en emparent et le lisent aux enfants et restaurent un peu cette communauté qui a disparu. L'individualisme progresse aussi en raison des nouvelles technologies. On peut peut-être se réapproprier un lien social et familial à travers le conte. C'est pas un griot qui me contredira. Mais j'aurais dû l'inviter la semaine dernière alors sur le compte. Festival de conte par le monde. Donc j'étais directeur du conte pendant l'année de la francophonie en France. D'accord. D'accord. Alors vous allez nous lire tout à l'heure en conte. Non, je lis pas, j'écris. Il y a eu la journée mondiale du conte il y a pile une semaine. Oui. C'était à Font-Saint-Jacques. Mais c'était sur Zouk Télévision aussi, en direct, sur le plateau. J'ai vu aussi. Et donc, justement, je viens de faire aussi un livre pour les tout petits chez Didier Jeunesse. D'accord. Qui sort au mois d'octobre, le conte. D'accord, voilà. Avec un CD audio en même temps. Ah, c'est bien ça. Ouais. Donc alors, si je dois terminer cette présentation brève, Olivier, continue cette présentation. Une vingtaine d'ouvrages parus, traduits au total dans presque une dizaine de pays. Wow. Voilà, et donc effectivement l'un des best-sellers, le best-seller sont les 24 Contes des Antilles. Et puis récemment donc le best-seller de la rentrée littéraire, qui n'a pour l'instant de best-seller que le titre, mais nous espérons, et ça monte en puissance. Ça monte en puissance. Et actuellement d'ailleurs nous travaillons sur une adaptation théâtrale qui est terminée. Parce que tu fais aussi de... Voilà, donc j'ai travaillé avec... Tu es comédien aussi? Non, je suis pas comédien, mais j'ai travaillé sur un texte qui est destiné à être joué. Lequel tiré du livre, et je vous ai d'ailleurs... Lequel? Non, on a écrit une pièce, un one-man show à partir des nouvelles. À partir du livre, et vous en avez un extrait qu'on peut diffuser d'ailleurs. On va voir tout de suite cet extrait. On va aller voir ça tout de suite. Hey. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh, baby, what's your name? Je m'appelle Octave Carezza. Je suis écrivain à plein temps. Enfin, pas tout à fait. J'ai développé une seconde activité en parallèle, l'angoisse de la page blanche. Je m'y consacre même pas mal, ce qui finalement fait de moi un écrivain à mi-temps. Avant d'être écrivain à mi-temps, j'ai exercé un vrai métier, professeur de littérature comparée. J'enseignais à de jeunes et jolies étudiantes qui me procuraient d'immenses plaisirs pédagogiques. De toute façon, les écrivains, il n'y a que le cul et le pognon qui les intéressent. Mais moi j'en ai marre de ces auteurs là qui savent pas écrire. Ça me fait penser à Sulitzer, tiens. Vous savez ce qui m'a sorti une fois là quand j'éditais chez Stock? J'écris très bien, parfois même mieux que mes nègres. Non mais vous allez me dire, la solution ce serait de prendre des auteurs qui savent écrire. Eh ben non. C'est la ruine assurée. Ceux qui savent écrire ne savent pas vendre. Vous prenez un petit whisky? Un écrivain, ça peut vivre d'amour et de bière fraîche. Mais justement, c'est là que ça coince. La bière, ça coûte 3 fois rien. Mais l'amour... Je n'osais plus aborder les femmes de peur qu'elles me ruinent. Vous savez pourquoi il y a de plus en plus de gens qui sont seuls? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui écrivent. 1 Français sur 6 a un manuscrit dans son tiroir. Moi, ce que je lui ai proposé, c'est de s'inscrire dans une agence de rencontres pour écrivains fauchés. Le nom d'agence?
Une lectrice nommée Désir. J'ai hésité à m'inscrire. Parce que la dernière fois que j'avais pris rendez-vous avec une lectrice, elle était à la fois bipolaire, parano, mytho, schizo, mais pas du tout d'info. Écrire, franchement, c'est le pire des métiers qui soit. Hein. On est là, gratté tout seul dans son coin, là, pour des clopinettes, pendant qu'il y en a qui s'amusent là sur des plateaux de cinéma ou s'en mettent plein les poches à la bourse. Bon, si j'avais pu, j'aurais fait acteur à Hollywood. Hein. Pourquoi je me suis mis à écrire? Mais pour baiser, parbleu! Est-il possible de gagner une fortune sans faire un ouvrage avec New York ou Central Park dans le titre? Et si l'argent ne fait pas le bonheur, pourquoi les éditeurs le gardent pour eux? Grilla, c'est le comédien que j'aime beaucoup, qui incarne cette galerie de personnages qui apparaissent tous dans le livre, oui. Qui sont tous tirés du livre. Oui. C'est génial parce qu'en fin de compte, tu as fait une compilation du livre. Hein. On a effectivement adapté le livre à la scène et il n'y aura qu'un seul personnage sur scène, en l'occurrence Dominique Grilla, et qui se déguise et qui sait prendre une multitude d'accents et de postures pour incarner tous ces êtres étranges du monde littéraire que j'ai, pour certains, fréquenté de très près, puisque Aristide Briand, par exemple, c'est un éditeur, c'est l'un de mes éditeurs, c'était l'un de mes éditeurs. Évidemment, j'ai pas pu mettre le vrai nom. Par contre, il y a des noms réels. Hein. Il y a Houellebecq qui apparaît. Il y a à un moment donné, Octave Carezza se rend chez le dentiste. Et puis le dentiste doit lui extraire une couronne, alors il l'anesthésie en lui lisant du Modiano. Mais tu vas nous lire ça. Je te laisse, vas-y. Lis-nous ce passage. Ah non, moi je suis comme Hassan. Je suis extrait d'une longue famille de griots et je ne lis pas en télévision. Donne à Johan sait lire. Johan, vas-y. Non, c'est très compliqué. Mais non, par contre, on a un deuxième extrait où on lit Pourquoi? Mais moi, chez moi, on lit en direct. C'est moi qui commande. J'ai vu que vous aviez fait ça. Lis-toi. Je lis. Voilà. C'est elle qui commande. C'est moi qui commande. Je ne lis pas, moi, je commande. J'ai lu, puis Mais attends, mais moi, je te dis en plus ce que tu lis. Alors, Le petit marchand de prose. Quelle page? Pardon. Il n'y a pas de numéro sur cette page. 45. 45. Un certain nombre de gens croient que dans la vie, c'est l'argent le plus important. Un écrivain n'a aucun doute là-dessus. Depuis que j'avais démissionné de l'université pour me consacrer à ma carrière littéraire, je traversais une période de vache maigre. Mais j'avais pris le taureau par les cornes en invitant une quinzaine de spécialistes et anciens collègues à réfléchir à ces questions qui nous hantent tous, nous les romanciers. Comment faire son beurre avec un stylo? Est-il possible de gagner une fortune sans vouer un culte au veau d'or? Et si l'argent ne fait pas le bonheur, pourquoi les éditeurs n'en donnent-ils pas plus? Et le résultat de ce symposium international, un ouvrage collectif fort instructif et plein d'acuité sur les conditions matérielles dont jouissent les écrivains. L'amour est dans le prêt. P-R-E, accent circonflexe, T. Voilà, un petit extrait, mais on pourra en lire un autre tout à l'heure. Alors, moi, ce livre, il m'a plu. Je riais, même chez mon coiffeur, je riais, parce que c'est vrai que... Est-ce que c'est des situations réelles? Figure-toi que Est-ce que c'est réel? J'ai reçu par l'intermédiaire de la maison d'édition un mail d'une lectrice fâchée, parce qu'elle me dit, à cause de votre livre, j'ai cassé ma tablette tactile, parce que j'ai rié tellement que je l'ai laissé tomber. Mais c'est vrai. Et elle s'est cassée en touchant le carrelage. Mais c'est vrai. Un hommage est super intéressant. Oui. Bon, après, il y a l'humour, hein, vous savez, je crois, mais on peut en parler sur le plan. Le fait qu'elle ait laissé tomber sa tablette ne devrait pas te déplaire outre mesure, puisque tu as écrit par ailleurs un essai sur justement le livre numérique. Tu peux nous dire peut-être quelques mots. C'est un autre sujet, thématique que j'aborde d'ailleurs dans le best-seller, le livre numérique effectivement. Mais je voulais aussi peut-être lancer un débat qui intéressera nos téléspectateurs sur l'humour, parce que j'ai eu le sentiment, c'est la première fois véritablement que j'écrivais un texte comique, même si dans les contes évidemment il y a beaucoup d'ironie, mais j'ai tout sacrifié à l'effet comique. Donc je ne me suis autorisé aucun lyrisme ni rien, et j'ai le sentiment déjà que l'écriture comique est une écriture très technique. Et le deuxième sentiment que j'ai, c'est que je voulais
quelque chose d'universel. Et j'ai trouvé que c'était très compliqué. Et je me demande s'il existe un humour universel. Et je ne crois pas finalement. Je ne crois pas qu'il existe un humour universel. Et Molière savait, Shakespeare aussi d'ailleurs, s'adresser à différentes catégories de public, différentes classes sociales. Son humour prenait des formes différentes en fonction du public. En fait, en fonction du public auquel il s'adressait. C'est très compliqué de faire ça. C'est très compliqué de faire ça dans un livre, a fortiori, d'essayer de balayer comme ça tout le spectre de l'humour qui va de quoi des situations absurdes, burlesques, en passant par le jeu de mots, le calembour, en passant par le trait d'esprit, donc un humour peut-être plus subtil, plus raffiné, l'allusion aussi, qui sera peut-être pas forcément perçue par les personnes qui ne sont pas dans le milieu littéraire, mais il y a beaucoup de jeux de mots aussi. Il y a beaucoup de... Moi, juste une question. Quel lien y a-t-il au-delà de l'homophonie entre Olivier Larizza et Octave Carizza? Aucun. Aucun ou c'est le même? On ne te croira pas. On te croira pas. C'est un faux jumeau. C'est un faux jumeau? Oui. Il y a un certain nombre de situations que j'ai vécues qui, si elles ne m'étaient pas apparues douloureuses à certains égards, étaient à mourir de rire. Et je me suis dit pour la première fois, à partir de mes frustrations, de mes névroses, on peut peut-être, et de mes expériences aussi, de mon expérience, de mon parcours, on peut peut-être produire quelque chose qui amuse la galerie. Mathurin, qui est un auteur irlandais du début du 19e siècle, a écrit le désespoir rit. Et à travers l'humour, ou sous la couche de l'humour, souvent c'est aussi une manière de véhiculer certains messages ou de dire un certain nombre de choses tout à fait sérieuses en fait. Mais ça n'explique pas en tout cas l'homophonie, parce que tout ce que tu viens de dire pouvait très bien tenir en donnant un autre nom au personnage, en tout cas en prenant plus de distance avec. Oui. Non? Oui. Mais c'est un jumeau. Oui, mais c'est ce pourquoi je l'interroge. Ce sur quoi je l'interroge, c'est pourquoi ce jumeau, voilà. Pourquoi pas une distance? Oui, en même temps, la première histoire, le livre se présente sous forme de 10 histoires qui sont toutes reliées entre elles par le même personnage, mais qui peuvent se lire de manière indépendante. Et elles s'articulent bien entendu autour de la thématique, autour du monde littéraire. La première histoire étant la plus peut-être fantasmée, peut-être la moins proche de la réalité. Donc ça n'existe pas le club dans la première histoire. Une lectrice nommée Désir, non. Par contre, si vous avez une adresse, je suis preneur. Hein. Mais c'est Joanne qui a les adresses des lectrices nommées Désir. Non, En tout cas, il y a un plaisir réel à lire le livre. Il est vrai que la lectrice dont parle Dominique Grilla, dans l'extrait qu'on a vu, bipolaire, parano, schizo, etc. J'ai eu une fois affaire à une lectrice comme ça, et c'est à elle que j'ai pensé lorsque j'ai écrit ce passage-là. Alors je voulais dire qu'au-delà de ça, il y a un plaisir réel à lire le livre, c'est-à-dire que bien évidemment on essaie de deviner qui sont les personnages auxquels il fait référence. C'est vrai, comme tu le disais, on rit de moments vraiment de bon cœur, on éclate de rire. Et il y a ce bonheur en tout cas de deviner un peu et de deviner le personnage qu'il y a derrière. En tout cas, cette Octave Carizza aussi, c'est quelque chose que je trouve. Oui, alors en même temps ta question est tout à fait pertinente, mais si on prend un masque qui est celui de la fiction, même si on est proche par moment de l'autofiction, c'est qu'on ne souhaite pas tout dire, on ne souhaite pas tout révéler, sinon on écrirait une autobiographie. Donc je me ménage aussi cette marge de mystère qui somme toute est assez réduite. Et puis je ne sais pas répondre non plus à toutes les questions. Oui, voilà, qu'on peut poser. Et il ne répond pas à toutes les questions non plus. Il y a eu un article sur Madinine Art, site mondialement connu, dont on reparlera aujourd'hui, qui commence par ceci, donc un article sur le best-seller qui commence par cette phrase: Olivier Larizza a peur de vieillir. Voilà. Ah bon, tu as eu cette sensation dans... Mais c'est à lire le livre, bien sûr, que j'ai eu cette impression. Je pense que c'est lié à un passage. Donc, mais tu vieillis pas, je te connais depuis 5 ans, tu vieillis pas. Donc, mais écrire est aussi un moyen de lutter contre le vieillissement. Bon, mais il faut que tu ailles au festival Jeune Image, rire avec des jeunes, et puis il faut fréquenter des jeunes pour pas vieillir, Olivier. Ouais, bien sûr. Ça aide à rester jeune. J'en fréquente beaucoup trop des jeunes. Mais tu en fréquentes quand tu commences justement tes élèves, puisque tu ne veux pas nous dire qui tu es, mais tu es quand même enseignant. Il semblerait. Il semblerait, donc tu côtoies à l'université, ce sont des grands quand même. Des grands, 18 ans.
Oui, 18, 20, 22, 23, 25. Certains reprennent leurs études. J'ai une étudiante qui a la cinquantaine, par exemple. Donc c'est courageux. C'est courageux, mais... À cet âge-là. Alors, qu'est-ce que tu fais à l'université? Je ne participe pas au CEREGMIA. À ceux qui ne connaissent pas, aux téléspectateurs qui ne connaissent pas, c'est un groupe de recherche qui est en train d'acquérir une renommée mondiale inarrêtable. Et voilà, donc ce que j'enseigne à l'université, j'enseigne la littérature anglaise, britannique, l'anglais par la force des choses, puisque aussi les universités en France se professionnalisent. Et puis je fais de la recherche dans ces domaines-là, la littérature britannique, anglaise, irlandaise, et aussi sur le livre numérique justement, puisque je suis très tracassé, intéressé par l'impact du numérique sur la lecture littéraire notamment, et notamment sur la façon dont les jeunes générations apprennent ou n'apprennent pas grâce à ce nouveau support. Et c'est pour les jeunes qui apprennent, c'est un bon moyen d'apprendre ou bien de désapprendre? C'est risqué, voilà. Bon, je ne peux pas faire une réponse très courte, mais effectivement, je publie cette année le résultat de mes recherches récentes, et j'invite quand même à la plus grande prudence. Et quand je vois qu'il y a une volonté, aussi parce que le gouvernement est sous la pression de certains lobbies, de numériser l'école, je dis que c'est une folie pure. Numériser l'école, c'est une folie pure pour des jeunes qui sont en situation d'apprentissage, qui ne maîtrisent pas encore la lecture littéraire. Réduire l'apprentissage au seul écran, ça entraînera des conséquences catastrophiques. Si, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas, attention, je ne suis pas contre le numérique. Je suis contre le remplacement du papier par le numérique. C'est un appauvrissement et c'est un risque. Parce qu'il y a aussi... Oui. Allez-y. Non, vas-y. Il y a certains pays en Afrique, par faute d'instituteurs, par manque d'instituteurs, ont fait ce qu'ils appelaient l'enseignement par la télévision. Et ça a été une génération sacrifiée. Ah oui. C'est-à-dire ils ont mal appris. On a vu qu'à partir d'un certain niveau, les bases n'étaient pas bonnes, donc ils ne pouvaient pas accéder à certains types d'études. Oui, parce que je crois que l'erreur, elle tient au fait qu'on s'imagine... Tu es aussi enseignant. Non. Donc, je crois que l'erreur, elle tient simplement au fait qu'on s'imagine qu'on transmet des connaissances. Il est à la retraite, mais il a connu le monde. J'ai connu. Je voulais simplement dire que l'erreur consiste à croire que ce qu'on transmet, c'est simplement des connaissances. C'est pas du tout ça ce qui se passe dans l'enseignement. Ce qu'on transmet, c'est notre propre rapport au savoir. C'est notre propre rapport à une littérature, notre propre rapport au théâtre, par exemple. Qu'est-ce que ça questionne chez nous et qui va être transmis à autrui? Et c'est ce questionnement chez autrui qui va faire que l'autre va s'intéresser à la discipline. Si on s'imagine que c'est simplement un problème de technique, ou un problème de moque, ou un problème en tout cas on est complètement à côté de la chose. On sait très bien par exemple que quelquefois il suffit, nous-mêmes élèves, nous l'avons été, le prof entrait dans la classe, d'emblée on savait si ça allait marcher ou pas marcher. C'est-à-dire qu'il y avait des disciplines, on a eu des disciplines dans lesquelles on n'était pas très bon, et puis il y avait quelque chose qui accrochait avant même que la personne ait prononcé un mot, avant même qu'elle ait pu faire un cours, il y a quelque chose qui accroche. Donc ça veut dire que la transmission, en tout cas d'un savoir, elle passe par autre chose que simplement des techniques, que simplement des savoir-faire. Il y a un savoir-être, ce que l'on est, qui va en tout cas être transmis, qui va passer. C'est très juste, il n'en reste pas moins que le support conditionne la réception du contenu. Et ça, c'est démontré par les sciences cognitives. On pourrait dire beaucoup de choses. Oui. Certainement, mais de telle sorte que lorsqu'on est confronté à un écran, la faculté de mémorisation, par exemple, s'agissant d'un texte littéraire, est moins bonne et moindre. Elle est affaiblie, elle est perturbée. Hier, il y avait une conférence et il disait que les écrans étaient très dangereux et il y avait une addiction aux écrans aussi, par le fait de la réflexion. Et puis j'invite aussi nos téléspectateurs à... Non, quand ça réfléchit. Le miroir. La lumière. La luminosité. Beauté. La luminosité. Moi, il y a quelque chose qui quand même me questionne par rapport à ça, m'interroge, c'est je me dis, bon,
il me semble pas qu'au niveau de l'éducation nationale, il n'y ait pas d'experts. Et je pense que tout ce qu'on est en train de dire là, ce sont des choses qui se savent. Donc moi, ce qui m'interpelle, c'est quel est le projet en fait général. Parce que quelle société finalement on prépare et quels sont les intérêts finalement, parce que quand on fait ce genre de choix, c'est-à-dire que moi je trouve qu'on est en train finalement de dévitaliser en fait l'éducation nationale en amoindrissant finalement les compétences et l'autorité et la transmission qui était faite par les enseignants. On commence déjà à avoir des résultats, des retombées, on peut mesurer finalement ce qu'apportent tous ces choix, et pourtant on continue à avancer dans cette dynamique-là, et moi je me demande pour quelles raisons. Alors, j'ai ma petite idée là-dessus, mais c'est vrai, à la limite je dirais que c'est plus une question que je vous pose. Je me dis, pour quelles raisons finalement ces choix sont faits? L'éducation nationale, on parle de la France, mais on peut parler... Est-ce que finalement, il n'y a pas un projet finalement à faire des individus, des citoyens, des consommateurs finalement, qui ne réfléchissent pas et je trouve que par rapport à ces mutations-là, on est finalement très passif. On est dans un court-termisme qui est absolument terrible, qui se généralise à l'ensemble de la société, à l'ensemble en tout cas des dépenses, et qui ne sont pas conçues, par exemple en matière d'éducation, comme étant des investissements, mais uniquement comme des dépenses. C'est-à-dire qu'on essaye de fabriquer des gens adaptés et non pas forcément adaptables. Et l'imbécilité de la situation consiste à oublier que dans peut-être 30 ans, 20 ans, la moitié des métiers qui vont exister n'existent pas encore aujourd'hui. Donc il va falloir que les gens s'adaptent. Mais comme on est dans une logique de réduction des dépenses, comme on considère que l'éducation ça coûte mais que c'est pas quelque chose qui peut rapporter, on est dans une situation absurde, c'est-à-dire que cette logique qu'il faut bien qualifier en tout cas de libérale, c'est-à-dire de rentabilisation des dépenses, c'est une logique qui pèse en tout cas sur l'éducation. Il y a bien des études prospectives qui sont faites qui permettent finalement d'avoir une image de ce que sera la société française dans une trentaine d'années. Et je me dis, forcément, il y a une volonté de rendre les personnes plus idiotes. Oui, ça se traduit par exemple par des menaces qui existent sur des options, comme les options théâtre, par exemple, qui existent dans les lycées, qui ne sont pas considérées comme des activités qui soient des activités rentables. Ça apparaît comme une sorte de luxe. Alors, je sais qu'il y a quelques... Alors, c'est pas tout à fait vrai dans l'académie de Martinique, parce qu'on a la chance, en tout cas, d'avoir une rectrice qui est très au fait des problèmes de culture, et donc elle tend à ouvrir en tout cas un autre lycée qui va être complété. Elle est souvent à l'EPCC pour voir les spectacles, pour voir ce qui se passe, et pour moi c'est un signe. Voilà. Okay. Tu voulais dire ça? Simplement, l'éducation nationale, c'est un domaine régalien qui pourrait s'extraire des lois du marché. Et s'il est en échec, ce domaine-là, il en incombe totalement aux politiques qui ont les pleins pouvoirs. Je ne dirais pas la même chose de la situation économique, par exemple. Or, qu'est-ce qui se passe s'agissant du numérique? Il existe un Conseil national du numérique. C'est un conseil, si vous voulez, fantôme. Certes, il y a des experts, mais il y a surtout des chefs d'entreprise, des PDG d'entreprises numériques qui pèsent de tout leur poids pour infléchir des grandes décisions qui consistent aujourd'hui, qui vont plutôt dans le sens d'une numérisation massive de l'éducation nationale. Il y a une consultation qui vient de se terminer, et j'espère que ce n'était pas qu'une consultation de courtoisie, mais je le crains, et qui consistait à demander aux enseignants: est-ce que vous serez d'accord pour que l'année prochaine nous passions au tout numérique? Ce que je veux dire simplement, c'est que, et je vais inviter nos téléspectateurs à s'intéresser aux logiques sous-jacentes qu'il y a derrière le numérique et de ces grandes firmes du numérique qui mettent à nos dispositions ces nouvelles technologies. Les logiques donc de Google, d'Amazon, de Yahoo, etc., le GAFA, les quatre grands. Eh bien, c'est effrayant. C'est effrayant, parce que ce que ces grandes firmes souhaitent, c'est capter
l'attention numérique parce qu'elles le revendent, elles le monnaient contre de la publicité. Donc ces grandes firmes n'ont aucun intérêt, et c'est leur business model, elles n'ont aucun intérêt à favoriser la concentration, l'attention au long cours que requiert un texte littéraire d'une certaine densité, d'une certaine ampleur, mais plutôt à nous transformer en des papillons ou en des abeilles qui butinions à tout bout de champ. Je rappelle que le PDG d'Amazon a dit « Je rêve d'une société sans papier ». Et vous savez pourquoi? Parce qu'en 2009, par exemple, il y a eu un épisode très révélateur. Amazon a commercialisé des fichiers numériques, des livres numériques, ce ne sont pas vraiment des livres, enfin de 2 romans de George Orwell, 1984 et La ferme des animaux. Et lorsque elle l'a commercialisé sans en avoir les droits, lorsque les ayants droit, c'est-à-dire ceux qui possèdent le droit moral, qui héritent du droit moral de l'auteur, lorsqu'Amazon s'est aperçu qu'elle encourait des procédures judiciaires de la part des ayants droit, elle a détruit à distance ces centaines de fichiers numériques, de livres numériques qui avaient été achetés par des consommateurs lambda et qui étaient dans les ordinateurs, dans les tablettes, dans les liseuses de ces consommateurs qui avaient payé pour ces fichiers. Amazon a envoyé un cheval de Troie et a désintégré tous ces fichiers. Dans l'univers du papier, une telle chose n'est pas possible, puisqu'une fois que le livre a été acheté, il reste dans votre main. Mais si tout est numérique, vous voyez que le flou juridique s'installe et d'autres flous s'installent aussi. Je ne suis pas contre, encore une fois, j'utilise tous les jours la nouvelle technologie. Simplement, j'essaie de mettre en exergue les difficultés, les problèmes que ça pose. Je me fais un petit peu l'avocat du diable parce qu'en même temps, on a un discours dominant, la pensée unique, qui va vraiment dans le sens de ces lobbies et les médias suivent en fait. Regardez les figures spécialistes du numérique qui invitent les médias, ce sont des figures qui vont dans le sens du tout numérique. Je cite souvent Michel Serres, le grand philosophe, qui a l'air d'être quelqu'un d'adorable par ailleurs, mais qui sur ce sujet-là est d'un optimisme béat en croyant que le numérique c'est une intelligence supplémentaire qui nous tombe du ciel et qui rendra tout à chacun plus intelligent. Mais moi, j'ai vu dernièrement. Ce sera le mot de la fin sur le numérique. On va parler de l'EPP. Vas-y. Non, je disais que j'ai vu dernièrement. EPCC. J'ai vu dernièrement une rencontre en fait entre will.i.am, qui est donc un chanteur pop très connu des États-Unis, et le designer Stark. Et on montrait comment finalement les filiales, enfin les grandes entreprises américaines comme Microsoft, etc., passaient par les médias de la chanson finalement pour véhiculer des messages. Et en fait on se rend compte que will.i.am, qui au départ est un chanteur, devient consultant pour la structure et à travers ces messages fait passer aux jeunes que finalement il faut passer au tout numérique. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment... Des messages subliminaux. Exactement, avec une iconographie dans les clips et tout ça, où vraiment on se rend compte finalement qu'on va... Enfin, ils sont aussi dans ces médias-là. Et que si on n'est pas vigilant, ben finalement... Il faut être véatif. Exactement. Et proactif. Et éduquer les petits, et c'est l'éducation. Tout ça passe par l'éducation. Quand il s'agira d'essaimer dans une autre planète, dans une autre galaxie, ce sera plus commode de le faire si on a tout numérisé dans notre vaisseau spatial. Voilà. Alors, EPCC. Établissement public de coopération culturelle. Donc, ex-Atrium. Et ECMAC, la fusion des deux. D'accord, alors parlez-nous de ça et parlez-nous de vous. Déjà, qui vous êtes, d'où venez-vous et... Je pense que Roland a dit l'essentiel. Ah non, Roland a dit, mais vous. On dit chez moi que quand on dit qu'on est beau dans l'obscurité, le jour finit toujours par arriver. Et donc, j'aimerais qu'on me découvre. Mais bon, je vais résumer un peu. Vous êtes déjà de quel pays d'Afrique? Je suis, je vais dire, je suis mandingue d'abord. Je suis mandingue. Parce que les pays, c'est des frontières artificielles. J'appartiens plutôt à une culture, à une manière de penser, mais nous, à une manière de vivre. C'est un mandingue. Hein? Un mandingue, il n'est pas complètement dingue. Excuse-moi, on est à la télé et tout le monde ne sait pas ce qu'est un mandingue. Non, un mandingue. Et mes Césaire se disait, non, il se disait Bambara. Oui, mais les Bambara font partie des mandingues. D'accord. En fait, l'empire mandingue, c'était un empire qui a été créé en 1235 par un empereur qui s'appelle Sundiata Keita, et l'empire mandingue englobait l'actuel Mali, qui fait, comme on dit, 3 fois la superficie de la France, qui n'était que la capitale.
Voilà, et ça englobait l'actuel Mali, le Sénégal, une partie de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, une partie de la Gambie, etc. C'était presque tout. C'est un empire très riche, très puissant. Très puissant, avec un seul empereur. Oui. Voilà, et cet empire a été créé par Soundiata Keita en 1235. Et donc on dit l'empire Manding. Voilà. Et après, dans l'Empire Manding, il y a eu les frontières artificielles. Donc quand vous me demandez je suis quoi, je dis je suis de nationalité burkinabé, parce que je suis né au Burkina, mes parents sont nés au Mali, mes grands-parents sont nés en Guinée. Vous voyez? Et puis je vis en France. Et maintenant je suis en Martinique. C'est bien de dire ça. C'est bien. Je suis contente, Hassan. En Italie, je crois, non? J'étais à Naples. J'étais responsable de pédagogie de l'école de théâtre à Naples. J'ai beaucoup vécu en Suisse aussi. Et voilà, un peu partout, à Cuba, au Brésil. Et vous parlez combien de langues, Hassan? J'ai la chance d'avoir des traducteurs. Non, je rigole pas. Parce qu'on m'a demandé, par exemple, cette pièce a été jouée, où on a joué plus de 480, ce matin c'était 483 fois, et dans 42 pays, dans 12 langues, surtitrées. D'accord. En VO comme au cinéma. Oui. Mais attendez, vous nous dites cette pièce, il s'agit de The Island, qui sera jouée demain à l'Atrium ou à l'EPCC Atrium Martinique. C'est une pièce de 3 auteurs d'origine sud-africaine. Voilà. Donc on a déjà vu ici en Martinique, parce qu'on a eu la chance de voir Suzy Bangui est mort, dans une mise en scène de Peter Brook, c'était en 2014. C'est celui qui est l'acteur principal de Suzy qui joue avec moi. Alors qui est un ami intime, je crois, de Hassan, parce que Hassan a une très très belle phrase que je trouve merveilleuse. Il dit c'est un frère, et il dit c'est plus qu'un frère de sang. Il dit c'est plus qu'un frère de sang parce que c'est un frère que j'ai choisi. Et je trouve cette formule admirable, et j'aimerais bien d'ailleurs qu'il nous explique un peu, qu'il nous parle un peu de ce lien d'amitié si fort qu'il a avec ce comédien qu'on a déjà vu donc ici en Martinique et qu'on a pu applaudir d'ailleurs. Habib, d'abord, je voudrais dire d'abord que c'est un comédien immense, mais son immensité, l'immensité de son talent est au même niveau que sa modestie. Il pense toujours qu'il est à l'école, qu'il l'apprend. Et Habib, c'est aussi un homme extraordinaire qui a un grand cœur. Il faut savoir, mais vraiment, je dirais que c'est l'homme le plus populaire du Mali, justement. Oui, quand il joue, il est réuni maintenant dans le stade. Là, il joue que dans les stades. Voilà. Sinon, on ne peut pas. C'est-à-dire que quand il joue, c'est minimum 5 à 10 000 personnes. Wow. Il n'a pas été candidat à une élection. Pour présidentielle. Voilà, il a eu il était 4e sur 25 candidats. Et il est aussi très 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 engagé dans la vie politique du pays, mais son engagement c'est pas par l'art. Un des slogans de sa campagne, c'est vous avez à choisir à ceux qui entre ceux qui vous disent beaucoup de choses qui vous donnent rien et celui qui vous fait rire et qui vous donnera rien. Voilà. Il vaut mieux celui qui fera rire encore. Voilà. Et mais en même temps, c'est quelqu'un de très très sérieux de ce point de vue. Mais notre amitié, en parlant de ça, Habib et moi, on s'est rencontrés par l'art, c'est-à-dire que sur un film, je crois. C'est un film. Sur Macadam Tribu. Macadam Tribu, bien. Voilà, on cache rien, Roland. C'est un vrai journaliste. Réellement, il me passionne, il m'intéresse beaucoup. Je disais tout à l'heure, en discutant avec lui, mais j'en ai parlé avec certaines personnes, j'ai dit, ce qui manque pour moi en général, excusez-moi, je veux heurter personne, c'est la critique des œuvres
ici. Et je parle alors que la critique fait avancer. Et c'est bien qu'on nous dise... Pourquoi la critique fait avancer? Pourquoi on a besoin de critiques en tant que comédien? C'est des miroirs pour moi. D'accord. Je dis toujours qu'on ne peut pas courir et se gratter la plante des pieds en même temps. C'est difficile. C'est ça, c'est difficile. Voilà, là, vous avez un critique. Voilà, et c'est vrai. Après, attention, on n'est pas... C'est un point de vue. Mais ce qui est intéressant dans le point de vue, c'est qu'il est étayé. Et ça c'est important. Après, on a la latitude de discuter aussi avec ça et d'en faire ce qu'on veut. Après, c'est jamais facile d'admettre que certaines choses, d'accepter certaines choses, mais on doit les admettre quand on veut avancer. Et parce que moi, je pense jamais, en tant que, c'est aussi une question d'éducation, je pense pas qu'un journaliste est quelqu'un comme lui qui soit notre adversaire. Non, je pense pas. C'est un partenaire plutôt. Et c'est comme ça moi je crois que c'est un adversaire. Voilà. C'est ce que j'allais demander. De temps en temps. Non, mais ça c'est votre point. C'est pour ça. Non, mais ça c'est votre point de vue. Mais moi, j'ai eu souvent, voilà, il a parlé de mon père. Je suis vraiment fils de mon père et j'en suis fier. Il y a des gens qui ont tendance à dire il faut tuer le père pour exister. Mais moi, si je pouvais le garder, il est parti il y a 4 ans et ça va faire la 5e année, le 17 avril. Il est mort le 17 avril comme Césaire d'ailleurs. Et voilà. Et ça va faire 5 ans. Ce monsieur, il est extraordinaire. Non, mais je le dis, voilà. Moi j'aurais voulu qu'il soit là. Ce qu'il m'a appris, il m'a dit, méfie-toi tout le temps de quelqu'un qui te dit c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Ça ne fait pas avancer. En tout cas, il m'a dit, moi je suis né là-dedans. Et par contre, j'aime quand on me dit c'est pas bien, j'aime qu'on m'explique pourquoi. Et j'ai vu dans les écrits de Roland, c'est ce qui est intéressant. Donc je parlais Mais beaucoup de gens se spécialisent d'ailleurs là-dedans. Mais beaucoup de gens. Moi je suis d'accord avec vous. Mais toi, quand ils critiquent tes œuvres, est-ce que ça te fait avancer? Est-ce que tu es d'accord? Oui, parce qu'il a un immense bagage psychanalytique et donc il y a toujours une analyse de cet ordre-là et qui fait découvrir à l'auteur, parce que le rapport à l'écriture est très psychanalytique sans qu'on en ait conscience évidemment, et donc oui, très souvent je découvre certains éléments et c'est effectivement, comme vous dites, des critiques étayées, longues, argumentées, qui vont au fond des choses. Et je suis sur la même longueur d'onde que vous. Je préfère aussi une vraie critique, qu'on me critique. C'est plus constructif. Mais est-ce que c'est pas le risque de prendre d'avoir beaucoup d'ennemis? Oui, mais ça, j'ai cette chance en tout cas d'être dans une position d'entre deux. Je suis à la fois très attaché à la Martinique, mais je ne suis pas martiniquais. C'est-à-dire que je le suis de cœur, mais je ne suis pas de fait. Donc tu n'as pas la susceptibilité. Voilà. C'est pas tellement un problème de susceptibilité, c'est surtout le fait que je ne connais pas, je n'ai pas dans mon entourage l'amant de la maîtresse, du beau-frère, du cousin, de ceci, cela, etc., qui lui est sur scène et que je ne pourrais pas critiquer parce que je suis en tout cas dans une situation de trop grande proximité affective. Oui. Alors, pardon. Après, c'est une question de choix, même en connaissant des personnes, même en étant dans une situation où on est l'objet de pression. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faut être en vérité avec soi et prendre le risque de la critique, parce que je pense qu'effectivement, on est dans un pays où il n'y a pas la critique comme on l'entend là aujourd'hui. On est effectivement souvent dans la critique, mais une critique qui est négative, qui est plus du dénigrement que de la critique. Et je pense qu'il n'a pas l'air d'accord. C'est pas nous, c'est pas en tout cas notre position. Elle n'a pas dit que c'était ta position, elle a dit que c'est le contraire. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de critique ici en Martinique. C'est justement ce que je vais dire. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a des gens qui ont des points de vue, qui ont des opinions, qui ont des avis. Et je pense qu'effectivement, il faut de la critique parce que effectivement, c'est la critique qui permet d'avancer, qui permet de se performer. Et je trouve qu'on a souvent en plus des référents qui sont pas extraordinaires. Donc, ce qui fait qu'à l'arrivée, on a des propositions qui sont moyennes.
Moi, je voulais dire une chose aussi. C'est que de plus en plus, Roland a un média qui est super. En tout cas, la newsletter il a de l'espace. Qu'est-ce que les journaux, qu'est-ce que les outils donnent aux critiques comme espace réel maintenant. De plus en plus, c'est faux de chagrin. En tout cas, en ce qui concerne la culture, il y a de moins en moins, je dédouane pas les critiques, mais je fais un cri au rédacteur, au chef de mais je ne pense pas que ce soit un hasard après, qu'il n'y ait pas d'espace pour la critique. Ce que je voudrais dire surtout sur la critique, c'est, je rejoins ce que disait Hassan tout à l'heure, c'est que c'est un point de vue. C'est-à-dire que je tiens en tout cas, nous tenons à Madine Linhart parce qu'il y a une pluralité de points de vue. Et très souvent sur les pièces de théâtre, très souvent sur les films, nous publions des avis qui sont des avis différents. Par exemple, il y a Selim Lander qui publie des articles et il a une autre vision du théâtre qui n'est pas la mienne, etc. Et c'est très rare qu'on soit d'accord sur une pièce ou même sur un film. Je crois qu'il y a cette idée qu'il faut généraliser, populariser, c'est que c'est un point de vue critique. Et que ce point de vue, à partir du moment où, comme le disait Hassan, je suis vraiment ravi qu'il le dise, à partir du moment où c'est étayé, ça, à mon avis, ça tient la route. Voilà. Après, c'est pas toujours la même chose. Mais je voudrais revenir, si on me permet, sur Hassan, parce que c'est vraiment un humaniste, cet homme-là. Mais je veux qu'Hassan parle de lui. Il nous disait qu'il était. Alors, je suis en train de parler d'Habib. Oui. Habib Mbele. Alors, comment on s'est rencontrés? En fait, on se connaissait parce qu'Habib Mais il a dit c'est le comédien qui va jouer ce soir. Habib Dambélé, qui joue avec moi demain dans The Island à 20h à l'EPCC Atrium Dembélé, voilà. Dembélé. Et moi j'avais entendu parler de Habib quand j'étais étudiant, jeune comédien, et il a commencé avant moi, alors qu'on n'a que 2 ans d'âge. J'ai dit commencer avant moi en tant que professionnel. Mais moi j'ai joué avant lui, parce que moi j'ai commencé à jouer, j'avais 5 ans. D'accord, avec ton père. Avec mon père, ma mère et tout. Mais les frères aussi, Dani, Mabo, voilà. Mais il connaît. Voilà. En fait, on est tous dans l'art et la culture. Puisque tu tombais dedans quand tu étais petit, il a dit. Oui, voilà. En fait, ce n'est pas. Il faut savoir justement. Je vais finir de parler d'Habib et parler rapidement de ce que c'est que Griot. Et Habib et moi, on s'est rencontrés physiquement, réellement, sur un film Macadam Tribune, je crois, en 95. Oui. Voilà, par là. 90. Voilà, et puis. Au milieu des années 90. Voilà, c'est ça, par là, puisqu'on a fait tellement de choses ensemble après. Et puis, c'était un coup de foudre réel. Et on ne s'est plus quitté. Moi, j'ai dit à Habib, mais moi, j'ai quitté le pays, je suis en France, viens avec moi. Et je suis allé, j'ai dit à mon père, quand je suis arrivé, tu sais, j'ai rencontré un frère, il faudrait que tu le rencontres. Et quand mon père, qui connaissait Habib aussi, Habib connaissait mon père, parce que voilà, tout le monde connaissait mon père dans le métier, et là-bas. Et Habib, j'ai dit à Habib, mais il faut que tu viennes rencontrer le papa. Viens à Paris. Habib dit, tu crois, je dois rencontrer. Pour Habib, ça a été aussi. Quand ils se sont rencontrés, en fait, ils se connaissaient de cœur. Et je lui ai dit, Habib est devenu mon aîné dans la famille, mais vraiment, mon aîné. Et quand mon papa partait, mourait, j'avais une main, Habib avait une main. À l'hôpital, il est mort, on était ensemble. Voilà, on est les frères qui se sont choisis. Mais Guimba, puisque on l'appelle aussi Guimba. Voilà. Guimba national. Voilà. Parce qu'il a joué un personnage d'un tyran, et grâce à ce personnage, entre autres, le peuple, la pièce qui a été jouée, ça a sensibilisé le peuple, ça a entraîné avec d'autres mouvements la chute du dictateur Moussa Traoré. Donc c'est une figure. C'est une figure. Oui, et si tu pouvais l'inviter, il dirait la même chose de Hassan, parce qu'il a des déclarations tout aussi enflammées, tout aussi intenses à l'égard de cette amitié qui était vraiment très 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 forte entre les deux. Et c'est pour cela, par exemple, pour monter cette pièce, moi je ne devais pas
je voulais pas jouer. Je voulais faire que la mise en scène. Mais j'ai pas trouvé quelqu'un, parce que ça demande une telle complicité là-dedans. Parce que dans cette histoire-là, l'histoire est magnifique. Oui. Et c'est l'histoire de quoi, alors que les téléspectateurs qui sont invités... Je vais laisser... Roland, en deux phrases. Non, ça va être difficile de faire en deux phrases. Il en parle très bien, c'est pour ça que je dis. Mais sur la complicité, par exemple, si vous avez vu, si vous avez pu voir les extraits, il y a une complicité réelle entre les deux comédiens sur scène. C'est-à-dire un moment, par exemple, Guimpa, il a des gestes de tendresse pour toi sur la tête, etc. et tout, qui sont. Mais ça, les téléspectateurs, ils iront demain. Oui, il faut voir. C'est-à-dire que la complicité entre les deux comédiens est vraiment très, très, très forte. Alors la pièce, de quoi s'agit-il? C'est la deuxième pièce que ce trio africain, à savoir Adolphe Hugard, John Canny, Winston Nsona, nous présente. J'ai dit que la première chose qu'on a vue, c'était en 2014, c'était Squeezie Banzi est mort. C'est la deuxième pièce de ce trio que l'on voit ici. Et il faut dire que c'est avec un a priori tout à fait favorable qu'on va aller voir cette pièce. Hein. Bien sûr, de quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de l'histoire. Pardon? En deux phrases. Ça va être très difficile parce que je ne sais pas. C'est une pièce d'une telle richesse. Mais non, mais les téléspectateurs, il faut qu'ils la découvrent. Oui, bien sûr. Je leur dirais que c'est une pièce. Alors je vous dirais, chers téléspectateurs, que c'est une 90 secondes. Voilà, c'est une pièce de théâtre sur le théâtre qui parle du théâtre, mais qui parle du théâtre de façon complètement accessoire parce que en réalité, ce dont parle ce texte, c'est de l'essentiel. Cet essentiel, il ne relève pas de débat d'idées, il ne relève pas d'affrontements philosophiques ou de divergences, mais il parle, je crois, ni de même de vision du monde, mais il parle tout simplement des conditions de survie au quotidien dans un camp qui est un camp concentrationnaire, qui est celui de Robben Island, où ont été emprisonnés Mandela, Sissoou, Mbeki, au temps de l'apartheid. Et cette pièce, elle parle de quoi? Elle parle des conditions de survie, c'est-à-dire dans des conditions d'existence absolument épouvantables, la nuit, c'est-à-dire après des journées de travail où les gens sont éreintés. Ils étaient condamnés aux travaux forcés. Oui, éreintés par des journées à faire des travaux absurdes, casser des pierres, absolument comme ça. Le soir, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient travailler leur intelligence, ils faisaient travailler leur manière. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Ils montaient une pièce de théâtre, mais pas n'importe quelle pièce. Ils montaient Antigone, téléspectateurs. Wow. Antigone, la pièce en tout cas de la résistance, en tout cas. Alors tous les jeunes qui nous écoutent, tous les grands-mères, toutes les mamans, il faut que les jeunes aillent voir cette pièce et qu'on emmène les enfants au théâtre. Ce matin, on a joué pour les scolaires, il y a eu des réactions, pas inattendues, mais des réactions très très fortes. Mais Hassan, toi qui es un homme de théâtre, la culture du théâtre, ça s'apprend dès tout petit, comme tu dis. Donc ici, c'est pas que l'école qui doit amener. Il faut que les parents accompagnent. Il faut qu'on en parle à la maison aussi. Le théâtre, pour moi, est un fait social important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge pour le théâtre. Mais par contre, ce qu'on dit, les spectateurs d'aujourd'hui et de demain, ça commence dès l'enfance. Voilà. Et on dit qu'il ne faut pas avoir peur. Souvent, on parlait de spectacle pour enfants. Je vous assure, c'est en Europe que j'ai entendu ça pour la première fois. Et qu'en 86, j'étais étudiant, mais moi je faisais des études de commerce, mais je faisais du théâtre pour payer les études de commerce. Et quand on me commande, on me dit, est-ce que vous pouvez faire un spectacle pour enfants? Je dis, ça veut dire quoi? Mais c'est vrai parce qu'il y a des spectacles. On dit que chacun voit le monde avec le cœur qu'il a. Les enfants, quand une œuvre est bien, c'est une œuvre humaine, les gens prennent toujours ce qu'ils peuvent prendre à partir de leur âge. Bon, donc, c'est ce que j'ai appris. Dire que est-ce que les enfants doivent aller au théâtre, c'est comme si on me demande est-ce que les enfants doivent manger. Très bien. Bravo. Et le théâtre est-ce que les enfants doivent lire? Oui, on doit lire pour les enfants. Est-ce que les enfants doivent manger? Pas sûr. Manger surtout ce qu'ils mangent aujourd'hui. On n'a pas besoin de manger là. Les écrivains, ils ne mangent pas, ils vivent
Même pas d'amour et vite de quoi. La pièce a l'air vraiment majeure. Voilà. Mais c'est une pièce, je pense, dure, sombre. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est ça le talent, en tout cas, de ces trois auteurs sud-africains, c'est qu'ils sont capables de montrer, à partir d'un théâtre qui est un théâtre du pauvre. Quand je dis un théâtre du pauvre, c'est dans les conditions matérielles de réalisation, il faut bien évidemment. Donc il n'y a pas beaucoup de la mise en scène. Mais en réalité, oui, c'est une très minimaliste. Très grande sobriété, mais ça, je pense que Hassan Kassifouliaté est allé à bonne école. Il a fréquenté Claude Régis, il a fréquenté Peter Brook, donc qui sont des metteurs en scène justement à l'économie. Mais ce théâtre, en tout cas, qui est théâtre apparemment du pauvre, c'est en réalité un théâtre d'une immense richesse. C'est-à-dire, pourquoi une immense richesse? Parce que c'est celui de la quotidienneté qui est élevé au rang d'une épopée. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que les téléspectateurs, on les invite à venir voir cette pièce et à ne pas la raconter. Voilà. Il reste encore des places, Hassan, ou je ne sais pas. Ah bon? En tout cas, tout à l'heure en sortant, je crois qu'il restait une cinquantaine de places. Bon. Là, avant de venir à l'émission. Bon, alors Roland, tu as ta place, j'espère. Oui, j'ai ma place. Et donc, c'est demain soir à l'Atrium, à EPCC. À quelle heure? À 20h. Et c'est un théâtre d'humour. La situation, il y a beaucoup d'humour. Alors, on va voir le théâtre qui a monté. Critique de la déraison individuelle. Je suis désolé, mais une espèce de critique de la déraison individuelle pour mieux mettre en exergue, en tout cas, quelque chose qui est de l'ordre d'une critique de la folie concentrationnaire. Merci beaucoup, Roland. Merci, Roland. Merci. Alors, jeune image, on va voir des images pour montrer ce que les jeunes, que tout le monde, puisqu'il n'y a pas d'âge, à samedi, il n'y a pas d'âge. Donc, ce que vous pourrez voir en allant demain. À partir de demain jusqu'à mercredi 1er avril, à Madiana. Il y a encore des places? Oui, il y a encore des places. Donc, Hassan, tu pourras y aller? Oui, si je joue déjà demain, mais à partir de jusqu'à... C'est le matin. Roland, le matin, je vais essayer. Avec le rôle de directeur, c'est pas évident. J'imagine. On va voir tout de suite les jeunes images, on va voir les extraits. Hey. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh, baby, what's your name? En dessin animé, tu t'y connais. Oui, les vrais dessins animés. Moi, je suis un petit peu resté scotché aux années 80, mais quand même, Goldorak, Albator, Les Mystérieuses Cités d'Or. Là, il y avait une densité, un scénario, une élégance. Que le propos, et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Je rappelle que le propos, c'était faire rire dans un premier temps. Ensuite. C'est vrai que moi je suis dans une logique plutôt pédagogique. Je considère qu'il y a des classiques que les enfants devraient connaître. Donc je me suis tournée vers des choses comme Charlie Chaplin, comme des choses de notre jeunesse, du genre Tom et Jerry, des cartoons, etc. Mais je me suis rendu compte que finalement, en regardant le rythme, les enfants aujourd'hui sont habitués à un rythme qui fait que quand on leur propose ces choses-là, en dehors de Charlot, quand on leur propose ces choses qui nous ont fait rire, eux, ils décrochent. Tout simplement parce qu'on est dans une réalité beaucoup plus trébuchante. Si on abdique, ça signifie qu'ils n'iront jamais. Qu'ils n'iront jamais voir des pièces longues et où le rythme est lent, etc. Non, je ne considère pas abdiquer dans la mesure où c'est un festival qui, je l'ai dit précédemment, existe depuis 1999. Que mon propos, c'est l'éducation à l'image et que je, en général, privilégie des choses. Guylaine peut en attester. Et puis tu as fait, il y a 6 mois, un autre festival avec une autre esthétique, avec du papier, disons que du papier mâché, du papier découpé, c'était des films de Michel Oslo. Donc en fait, ce sont des cartes blanches que je propose chaque fois. Là, le propos, c'était simplement lâcher prise, rien, parce que je trouvais que entre les dernières actualités du mois de décembre en Martinique, plus ce qui s'était passé à l'international, je trouvais que c'était vraiment très difficile et qu'un propos toujours
toujours pédagogique, simplement c'était peut-être un peu rébarbatif et que c'était peut-être aussi une façon de créer un gouffre entre ce qu'on propose et les enfants. Donc dans un premier temps, j'ai proposé des choses beaucoup plus peaufiné sur l'esthétique, puisque j'ai proposé donc des films de l'Office national du film du Canada, avec des dessins animés à partir d'aquarelles, de fusains, de volumes, du sable, etc. Et d'ailleurs, ce matin, il y a une petite fille qui me disait qu'elle n'avait pas aimé. Et moi, je trouve que quand un enfant... Alors, je lui ai dit, moi, j'entends bien que tu n'aies pas aimé, mais simplement, je veux que tu m'expliques pourquoi. Donc, à partir du moment où elle m'a dit, les dessins, j'ai trouvé que c'était un peu... Voilà. Je lui ai dit... Quand tu me dis ça, moi, tu me fais plaisir, tout simplement parce que je considère que ce qui pour toi est un rejet est de l'ordre pour moi de l'apprentissage, parce qu'en fait, je te sors de ton format habituel. Et quand tu es habitué à des images qui sont des images de synthèse, léchées, faites par ordinateur, moi je te propose des choses qui sont faites à la main, avec une poésie. Et à la limite, je te dirais que parce que ça te fait mal, moi, ça me fait plaisir parce que c'est que ça te fait du bien, tout simplement. C'est de la digitoprompture. Donc voilà, et je me rappelle aussi que la première édition que nous avions faite à l'Atrium en 1999, il y avait une petite fille qui était venue 3 ou 4 fois. Bon, c'est vrai qu'on offre un goûter qui est aussi un appât pour nous, parce que c'est vrai que de rester que sur du pédagogique, c'est difficile à vendre. Donc en fait, il y a une petite fille qui venait plusieurs fois, puisque c'était le même programme, et je lui disais, mais pourquoi tu viens? Et non, j'aime bien les glaces et tout, et je lui dis, mais le film et les dessins animés, tu as trouvé ça comment? Elle m'a regardé, elle m'a dit, j'ai trouvé ça trop intelligent. Et franchement, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, une petite fille de 5 ans, elle a déjà intériorisé en tout cas. Elle est en mesure, exactement, elle est en mesure de dire ça, c'est intelligent, ça, j'ai pas aimé, je me reconnais pas dedans, etc. Et en fait, mon propos, c'est ça. À chaque fois que je propose quelque chose, c'est vraiment accompagner les enfants, les aider à se structurer, parce que je trouve qu'on est effectivement dans un formatage qui est très difficile et qui ampute finalement de la poésie du monde, qui n'ouvre pas l'imaginaire, etc. Alors, c'est vrai que je n'ai pas pu... C'est vrai que je n'ai pas pu proposer, mais... En même temps, moi, je fais toujours des propositions qui sont des propositions que j'inscris dans le temps. Ça sert à rien, finalement, de proposer de but en blanc des choses qui vont heurter. Donc, moi, je vais toujours dans l'accompagnement. Donc, je commence par des formats et des références qu'ils connaissent, tout simplement pour les amener au fur et à mesure vers des choses qui sont peut-être un peu plus pointues. Donc, ça dure combien de temps? Déjà, ça dure Le programme dure 2 heures. Voilà, donc il y a une pause au milieu. Qu'est-ce qu'on verra sur demain matin? Alors, ce qu'on voit, c'est ce que vous avez vu en partie, c'est-à-dire que j'ai fait une sélection avec le partenaire qui est une boîte de production française qui s'appelle Xilam, qui fait donc des dessins animés rigolos. Et on voit des références pour les enfants, c'est-à-dire Oggy et les cafards, on voit les zinzins de l'espace, on voit Zig et Charcot, Hubert et Takako. Mais sous un couvert des fois très rigolo, on aborde aussi des questions qui sont un peu plus profondes. Par exemple, Hubert et Takako, c'est un cochon et une mouche qui forment un couple et qui ça me parle, ça. Et qui sont et qui vivent dans une maison et qui abordent toute une série de... C'est le nouvel animal domestique. Qui abordent toute une série de thématiques sur lesquelles les enfants n'arrivent pas forcément à mettre des mots. Et donc voilà, donc j'essaie toujours d'allier le fond et la forme parce que je pense que c'est important de travailler sur la forme pour que le fond arrive finalement à destination. Bon. Est-ce de l'art ou du cochon? C'est de l'art et des cochons. Voilà, donc c'est demain, voilà, c'est demain. Le temps nous presse. Demain. Ah bon, maintenant c'est moi qui dois céder. Alors, c'est demain, samedi, à Madiana, à 9h30. C'est lundi, mardi, mercredi prochain, toujours à Madiana, à 9h30. Donc, les enfants peuvent être laissés à l'attention de l'organisation, puisque nous avons des hôtesses, à partir de 3 ans, même si je pense que le programme s'adresse plutôt à des enfants à partir de 5 ans. Hassan a dit non. Alors écoutez,
Il a dit non, il n'y a pas d'âge pour s'instruire, pour comprendre, pour découvrir. Je pense que le programme que j'ai choisi s'adresse à des enfants à partir de 5 ans. Maintenant, on va les accueillir à partir de 3 ans parce qu'il y a des parents qui laissent les enfants voir un certain nombre de choses qui sont, à mon avis, pas forcément adaptées. Mais comme nous faisons un travail en amont sur les thématiques qui sont abordées, je pense que voilà. Mais tu sais, par exemple, les contes qu'on pouvait lire il y a très très longtemps, on les lisait le soir à la veillée auprès de la cheminée, et il y avait un public de tout âge. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire qu'à chaque âge, on entend quelque chose et on comprend quelque chose. Voilà. Et le griot, c'est ça qu'Hassan a dit. Est tout à fait. Alors, on a un dernier fichier à voir, c'était une lecture. Une lecture. On y va, rapidement. Hey. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give you these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh, baby, what's your name? D'aller découvrir dans ce texte comment la rentrée littéraire a été inventée. Ça m'a demandé 45 années de recherche. J'ai d'ailleurs démarré dans le ventre de ma mère, peut-être même un petit peu avant. Alors, quand j'ai écrit l'article pour expliquer comment la rentrée littéraire avait été inventée, je l'ai proposé à la grande revue Nature, vous savez, la grande revue américaine, scientifique et tout, parce que je pensais que cette découverte changerait, modifierait le destin de l'humanité. Et puis ils ne l'ont pas publié, ils ont préféré à la place un article sur la fellation chez les singes bonobos. Bon, donc j'ai mis tout ça dans un livre finalement. Donc ça s'appelle La dernière interview de Bernard Pinault Noir. Pardonnez-moi pour ce lapsus, non révélateur. On le surnommait le Salomon de Saint-Germain ou simplement BPN. Bernard Pinault Noir, le critique littéraire le plus influent de France, considéré comme l'un des grands romanciers du demi-siècle, vient de s'éteindre à l'âge de 88 ans. Paris Fête l'avait rencontré il y a un an pour une interview vérité. Le pape des lettres nous recevait dans son appartement bourgeois du 6e arrondissement, quelques jours seulement après l'attribution du prix Goncourt à Michel Houellebecq. Ce coup fatal porté au bon goût, selon ces mots, Bernard Pinault Noir l'avait pris de plein fouet. Comme Tolstoï, donc, je n'avais pas le choix. Alors j'ai écrit. Mais j'ai vite compris ma douleur. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de devenir présentateur télé. La télévision, c'est comme la politique, une invention géniale qui permet au cancre de rouler sur l'or tout en se la coulant douce. C'est une manière de sauver les nuls du désastre. Un effet collatéral de l'État-providence, j'imagine. Oui, d'accord, mais vous avez continué à publier des romans après avoir lancé CCDI, votre émission culte, inégalée à ce jour d'ailleurs. Comment conciliez-vous alors l'écriture et la télévision? Mais je n'écrivais plus, enfin. En fait, je vous fais une révélation là. Je n'écrivais plus. Grâce à la télévision, je suis devenu riche et célèbre. Aussi ai-je pu employer des nègres. Mais des vrais nègres, attention, comme Alexandre Dumas, des Antillais. Cela me semblait alors logique puisque j'envisageais de me lancer dans le roman noir. Et les premières pages manuscrites de Pondichéry, mon amour, m'ont ébloui. Alors je lui ai dit, qui pâlissait dans l'attente de mon verdict, « Vas-y Francky, c'est bon, continue !» Mais ce type avait beaucoup trop de talent et je craignais que cela ne se voie. Alors je corrigeais, glissant ici une maladresse, là une incohérence. Il fallait rester crédible. Et c'est comme ça que j'ai obtenu le prix Médicis pour ce 3e roman. Le premier qui n'était pas de moi. Mais bon, vous savez, les livres, c'est comme les enfants. Ouais. Le plus difficile, c'est pas de les faire, c'est de les élever. Ouais. Et je n'ai plus écrit aucun des bouquins que j'ai publiés par la suite. Mais je les ai tous reconnus. Et j'ai assuré leur promotion de bout en bout, en bon père de famille. Vous voyez, tout le mérite me revient finalement. Vas-y Francky, c'est bon. Voilà. Alors pourquoi c'était une lecture enregistrée en octobre. Voilà, la première édition du best-seller de la rentrée littéraire était parue en octobre, et puis la nouvelle édition que vous avez là sur le plateau est parue en janvier 2015. Et donc voilà, c'est un extrait de cette lecture sponsorisée par Vichy Ceinture. Non, c'est pas vrai. Non, parce qu'on voit une bouteille à la ça a été enregistré à Strasbourg. Et donc c'est vraiment une lecture du texte là. D'accord. Mais moi
je ne suis pas comédien, donc j'ai fait ce que j'ai pu. C'était très bien et merci d'avoir pensé à nous et merci. Donc, Hassan, tu joues demain soir oui, à 20h. À 20h. The Island. Voilà, J Island demain à 20h à l'EPCC Atrium Martinique, spectacle à ne pas rater. C'est le directeur de l'Atrium qui vous le dit. S'agissant de l'Atrium, et puis on parlera de l'actualité de nos deux invités pour conclure peut-être, mais il y a une chose à dire sur l'Atrium. D'accord. C'est l'exposition vernissage d'Ange Bonello qui s'intitule Arche et qui aura lieu le 2 avril à 18h30. Le vernissage, l'Atrium Galerie André Arseneck. C'est une expo qui est visible jusqu'au 30 avril. Un travail sur le temps, le corps, une ouverture sur un imaginaire personnel et saisissant. Et donc cet artiste, la Ange Bonello, qui vit depuis une vingtaine d'années. Et que j'ai déjà reçu. Ah, tu l'as déjà reçu? Vas-y, continue. Alors, il utilise l'argile, le lin et divers matériaux de récupération. C'était l'âme du deck à Madiana. Oui, voilà. Il y a Denis Brival et Pablo aussi. Mais attends, mais ça, c'est quand Denis Brival? Au même moment. D'accord. Dans les autres galeries. Ok. Et puis, on a plusieurs autres activités en avril. En théâtre, on a un. Et Poglo, mais Poglo, il est en même temps, donc les trois artistes. Il y a Ange Bonello qui est en bas, c'est ça? Oui, oui. Denis Brival, il est à la galerie, à la véranda. À la véranda. Et dans le hall, Essence d'Afrique avec Poglo. Oui. D'accord. Et puis, en 30 secondes, on a un théâtre le 10 avril. Tu veux que je te prête mes lunettes? Le 10 avril, le 11 avril, Un oubli dans le cœur, c'est du théâtre de Wajdi Mouawad. On a l'opéra, L'amant anonyme du chevalier de Saint-Georges, le 16 et 17 avril. On a du jazz avec Véronique Herman-Sabin le 18 avril. Et on a le festival du film documentaire de la Martinique, vendredi 24 et samedi 25. Et nous avons la musique en chorale, la chorale Joie de chanter le 30 avril. 30 avril. Voilà. Alors, pour tout ce qui est du mois d'avril, tu pourras revenir, Hassan. Ah oui, je viens quand vous voulez. Voilà, merci. Avec une ambiance pareille, ça va. Alors, tu voulais rapidement Frédéric Régent, Gilda Confier et Bruno Maillard, Libre et fier, parole d'esclave. Roland. Oui, c'est un ouvrage. Le mot de la fin. C'est un ouvrage qui s'inscrit dans la droite ligne du travail de Frédéric Régent, qui nous avait livré en 2007 La France et ses esclaves. Oui. C'est un travail tout à fait intéressant. Pourquoi? Parce que à partir de greffiers, de déclarations, de procès, d'enquêtes, de documents qu'il a retrouvés auprès des tribunaux, il nous restitue une parole d'esclave. Il nous la restitue dans des conditions tout à fait intéressantes. Il s'inscrit dans une lignée qui est celle de l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire cette idée que l'histoire est faite à partir des individus. D'accord. Voilà. Alors, on va refaire une émission spéciale là-dessus parce qu'il y a une très belle pièce de théâtre avec Souria, je sais plus, Souria comment, tu sais, qui a comment tu dis? Marie Pierce. Qui a joué à Font-Saint-Jacques. Et qui va arriver bientôt, qui viendra à Font-Saint-Jacques bientôt. Et Mary Pierce, c'est la seule parole d'esclave anglaise, anglophone. Et j'ai été la voir aux Abbesses avec ma petite fille de 8 ans, même si c'était pas de son âge, et elle a bien compris, elle n'était pas choquée. Et on va en reparler, Roland. Merci beaucoup. Merci les enfants terribles de la classe. Merci. Tu n'as pas pu tout dire, mais tu reviens quand tu veux et puis pendant chaque fois du griot et qu'on fasse ça entre nous, hein? D'accord? Avec Roland, parce qu'il fait partie de nous. Avec Roland, donc on reprend les mêmes et on recommence et tu viendras avec tes comptes et on va mettre ça en parallèle. D'accord? On peut mettre ça? D'accord. Mais griot compte, je pense, ça va ensemble. Ça va ensemble. Ouais. Et puis demain... Jeune Image, édition spéciale Mort de rire pour les enfants à partir de 3 ans, 2 heures de fou rire. Pas dit à partir de 3 ans. C'est bon. À partir aussi raisin, 3 ans, à partir de 3 ans. Voilà. Vous pouvez nous les laisser, on s'occupe de tout et revenir les chercher 2h30 après. Alors merci à ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Merci à toute l'équipe de Marie-Josée pour ma mise en beauté. Et Roland, qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais simplement dire que le griot, c'est celui qu'on épargne dans les batailles parce qu'on sait qu'après la bataille,
bataille, on aura besoin de lui pour régler les conflits. Ah, pour régler les conflits. Régler les conflits au sein des familles, là où le chef n'a pas à intervenir. Je pense que sa nomination à la tête de l'EPCC est une excellente chose. Et donc, nous les déportés, on n'a pas amené les griots alors pour qu'il y ait tant de conflits dans les C'est ça, on les a oubliés. C'est pour cela qu'on m'a amené. D'accord. Ok. Et puis, ton livre, il est disponible où? Il est disponible où? Il est disponible en librairie. On le trouve déjà, donc, le best-seller de la rentrée. Best. Tu t'entraîneras, hein. Mais tu as qu'à me donner des cours d'anglais. C'est une proposition à décence. Merci beaucoup. Cette émission sera rediffusée vendredi matin. Vendredi? On est quel jour? On est vendredi. Mardi, merci. Mardi à 14h. Et moi, je vous retrouve mercredi. Elle dit matin parce qu'elle se lève à 14h en fait. Oh là là, mais ils m'ont perturbé. Bye bye. Yeah. Do 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 do. Yeah yeah yeah. Ooh. Adidida oi oi oi. Veille la joie oi oi oi. Écoute ça oi oi oi.